Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Je suis comme d'habitude avec mon meilleur invité, Charles Gave. Comment allez-vous, Charles ? Bah oui, c'est bien. Meilleur, je sais pas sûr, mais en tout cas, je suis toujours invité, c'est gentil. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes toujours invité, oui. En préambule de cette émission, je voudrais dire que nous enregistrons aujourd'hui, jeudi 7 avril. Donc dans quelques jours, nous allons avoir le premier tour des élections présidentielles. Et nous savons pertinemment que cette vidéo va sortir après le résultat du premier tour. Et donc d'ailleurs, en fait, c'est tout le principe de l'exercice. Ça va être intéressant. Ça va être d'essayer de prévoir un petit peu comment cette journée va se passer et comment l'après va se faire alors qu'on n'y est pas encore. Et les gens pourront le voir du coup dans une autre circonstance. Je voudrais dire aussi en introduction, parce que j'ai une amie qui s'appelle Alice Cordier du collectif Némésis, donc collectif féministe identitaire, qui s'est rendue avec certaines de ses militantes à la frontière ukrainienne en Slovaquie afin d'aller voir des réfugiés de guerre, donc principalement des femmes et des enfants, et de leur distribuer de la nourriture, des vêtements, etc. afin de les aider. Donc si jamais c'est une cause qui peut vous tenir à cœur, je vous invite tous à aller voir notamment les comptes Instagram du collectif Némésis et de Alice Cordier afin de pouvoir les aider. Donc elles ont un compte PayPal ou je ne sais plus quoi pour prendre des donations, etc. Donc voilà, je vous invite tous à faire ça. Donc maintenant on part dans le dur. On voit avec les sondages que le duel Macron-Le Pen est en train de se réinstaller comme l'évidence du second tour, alors que c'était un petit peu l'évidence pendant 5 ans, puis ça a été mis un petit peu en pause avec successivement les candidatures Zemmour, puis celle de la droite dite classique, LR avec Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Et maintenant, c'est en train de se réinstaller comme l'évidence, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est plus présenté de la même manière. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que ce duel, c'est plus exactement le même qu'au début ? Oui, c'est une très bonne remarque. C'est qu'au départ, il semble que la volonté de l'équipe au pouvoir, avec M. Macron, c'était d'amener Mme Le Pen au deuxième tour en étant absolument certain qu'ils allaient gagner. Ça me rappelle exactement la campagne Giscard-Mitterrand, où lors du premier débat, Giscard avait ratatiné Mitterrand, donc il avait été élu ensuite, et puis Giscard attendait avec impatience les débats avec Mitterrand, la deuxième fois, où il s'est fait ratatiner, et donc il a perdu. Donc je veux dire, c'est la vieille plaisanterie américaine, méfiez-vous de ce que vous souhaitez, ça risque de vous arriver, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il souhaitait Le Pen et il va peut-être se retrouver avec quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. Tout à fait. C'était quelque chose qui était assez évident en termes de stratégie parce que on avait un paradigme dans lequel Macron, c'était l'apaisement, le centrisme, etc. Et c'est surtout la compétence, le fait. C'est ça, oui. Et au bout de 5 ans, on se rend compte que d'abord, il est remarquablement incompétent. Tout à fait. Ensuite, qu'il est probablement profondément corrompu. Mm-hmm. Et puis, donc, toute une série de choses comme ça qu'il a manipulé la justice. Par exemple, cet homme qui est président de la République dit qu'il dépose plainte et qu'il vienne me chercher. Mais il sait très bien qu'en tant que président de la République, juridiquement, il est inatteignable. C'est simplement quand il aura fini, quand il ne sera plus président de la République, qu'on pourra le poursuivre. Donc, il se fout de la gueule des gens. Il dit, revenez me chercher, je me battrai. Mm-hmm. Et il sait très bien qu'on ne peut pas aller le chercher. Donc, ce type est à la fois incompétent, malhonnête et menteur. Et en plus de ça, en face, Marine Le Pen qui traditionnellement incarnait le fascisme et suscitait le barrage républicain, bah là il y aura peut-être un barrage contre Emmanuel Macron en fait. C'est-à-dire celui qui est vraiment républicain, qui est vraiment la République et qui aime vraiment son pays, il est très évident qu'il ne doit pas voter pour Macron. Mmh. Parce que lui, il a trahi le pays un nombre de fois considérable. Déjà, on commence à le savoir, quoi. Avec l'affaire Alstom, etc., on commence à savoir que ce type n'aime pas la France, quoi. Mmh. Ce qui est quand même très étonnant. Avoir un président de la République qui n'aime pas son pays, et qui d'ailleurs, chaque fois qu'il peut, le trahit au profit de l'Europe ou au profit de je ne sais qui, c'est quand même très étonnant. Donc je ne sais pas pour qui je vais voter, mais en tout cas, je sais pour qui je ne vais pas voter. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on voit surtout dans les sondages...
les sondages, encore une fois, ça reste des sondages, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas forcément les dynamiques de premier tour, c'est plus les dynamiques de second, et on voit que entre Macron et Le Pen, ça se réduit vraiment énormément. Et en fait, ce que ça témoigne, c'est que autant au premier tour, il a un bloc centriste bourgeois assez solide. Autant au second, il va avoir du mal à avoir des réserves de voix qui viennent de la gauche ou du centre droit, avec notamment en ce moment le scandale McKinsey. Donc à l'heure où on tourne, je rappelle que hier, alors il y a eu une sacrée triplette. Donc le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de la part donc de McKinsey. Il y a la famille de Samuel Paty qui a attaqué l'État pour non-assistance à personne en péril, et la famille Colonna aussi qui a attaqué l'État. Donc là, il est vraiment en difficulté, et en plus de ça, ce sur quoi il arrivait à capitaliser pendant 5 ans, c'est que même quand il y avait des scandales, il avait l'air extrêmement tranquille, et donc ça faisait comme si c'était pas grave. Et aujourd'hui, il a l'air beaucoup plus en difficulté, il fait une campagne qui est objectivement mauvaise, et donc on sent que ça l'atteint, et que du coup, il faut appuyer là-dessus. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, et je l'ai déjà dit ici, je crois, une fois ou deux, c'est que le deuxième tour sera très important, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il va y avoir sans doute une majorité extraordinaire de gens qui risquent de se réunir, qui n'ont rien en commun, mais qui n'ont qu'un seul but en commun, c'est qu'ils ne soient pas là au deuxième tour, qu'ils ne soient pas là président. Donc autrefois, on disait, le président de la République, on sait qui il est, donc il était toujours très proche de 50%. Parce que là, il y a quand même à peu près 65-70% des Français qui disent qu'ils ne veulent pas qu'il soit président. Tout à fait. Donc, une fois qu'il aura fait son plein de 30%, s'il y a 70% des Français... Donc, la grande question qui vote contre, ça va être dur. La grande question pour moi, c'est est-ce que les gens, au deuxième tour, qui n'aiment ni Macron, ni Le Pen, si c'est Le Pen, vont se lever pour aller voter contre Macron, ou est-ce qu'ils vont rester chez eux? S'ils restent chez eux, ils risquent de faire élire Macron. S'ils vont voter, à mon avis, il sera battu. Ouais. Alors, ce qui semble ce qui devrait se faire, a priori, selon encore une fois les sondages, ça reste encore une fois des sondages, c'est pas parfait, mais c'est un indicateur quand même, c'est que le vote écolo devrait aller assez facilement vers Macron, et le vote de la France Insoumise devrait vraiment se diviser en 4, en gros. Une partie, un quart qui va voter Macron, un quart qui va voter Le Pen, et probablement une moitié qui va s'abstenir. Et ça, c'était pas du tout l'arithmétique électorale dans laquelle Macron était. En plus de ça, il y avait aussi une grosse réserve de voix en 2017 avec le vote Fillon, qui représentait quand même 20%. Là, la réserve de voix Valérie Pécresse, non seulement elle est très affaiblie, mais en plus, pas sûr qu'elle aille aussi automatiquement que prévu à Emmanuel Macron. Mais il y a Ciotti, il y a tout ça. Donc, si je vois très bien comment Macron arrive à aller à 40%, au-dessus de 40, ça dépend du vote, des gens qui vont voter ou pas, mais je vois pas très bien comment il va aller à 50, ça me paraît. Et donc, tout est possible, mais surtout quand on regarde les votes qui se sont passés en Hongrie et en Serbie, où les instituts de sondage se sont plantés d'un bon 10%, ce qui est énorme, et où, dans le fond, ont été élus ce que j'appelle, dans mon langage à moi, les âmes des arbres. Oui. Les âmes des bateaux, ils ont pris. Donc, quelque part, de plus en plus, les gens votent pour votent, si j'ose dire, contre George Soros. Mmh. Ouais, en fait, le vote d'aujourd'hui national, qu'on peut appeler comme ça, c'est le vote anti-George Soros, anti-Bruxelles, et ça, je suis bien persuadé qu'il doit y avoir 65 ou 70% des Français qui partagent ce vote, quoi. Oui, c'est assez étonnant. Il y a toujours entre 60 et 70% des Français qui sont critiques de l'Union européenne. Pas forcément qui veulent en sortir, mais qui veulent qu'on arrête de les emmerder, quoi. Beaucoup de critiques qui sont contre l'immigration, qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'insécurité. Ils sont pas toujours contre l'immigration, ils trouvent qu'il y en a assez. Qu'on devrait bien de se calmer un peu. Si on pouvait en prendre un peu moins, ça irait mieux. C'est sûr, ouais. Donc on absorbe cela, puis on verra après. Mmh.
Mais d'ailleurs, on pourrait parler 3 minutes de ces élections en Hongrie. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je pensais qu'avec la diabolisation et toutes les critiques massives qui étaient formulées par l'Europe occidentale ces dernières années contre la Hongrie, je pensais que le peuple hongrois allait se dire bon, on n'est pas très bien vu à l'international, est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu de dirigeant, histoire de... Voilà. Et en fait, ce qu'on voit, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que sur ces 20 dernières années, c'est la plus grosse victoire du Fidesz, donc du parti de Viktor Orban, qui donc a obtenu 135 sièges, je crois, sur 199. La gauche, qui est quand même une coalition de 6 partis, dont un ancien qui était d'extrême droite et qui est repassé au centre, a réussi à faire le pire score de son histoire. Ce qui prouve encore une fois qu'il y a un mouvement très profond, on en a parlé souvent ici, de retour des populations vers leurs racines nationales. Je crois que c'est un des... Et s'il y a un candidat qui ne reflète pas les racines nationales, c'est bien le président Macron, quoi. Tout à fait. Oui, bah, d'ailleurs, il les méprise et il les déteste. Bah, il nous parle tout le temps d'Europe. Alors en ce moment, il nous explique pas pourquoi, mais il nous dit que sans l'Europe, on serait tous morts. Voilà, on aurait subi peut-être une combustion instantanée de tout le pays. C'est un peu curieux, cette manière d'imaginer des choses. C'est le vieux truc de disent toujours les politiciens qui ont échoué, c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire que, non, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, et le plus tôt on renverra monsieur Macron à l'inspection des finances, le mieux ça sera pour la France. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une analyse, encore une fois, de Philippe Fabry, mais cette fois-ci plus sur la politique française. C'est-à-dire que Macron n'est pas un anti-populiste, c'est juste un populiste de l'extrême centre. Et du coup, il nous vante l'Europe, même quand il y a des choses qui sont objectivement pas vraies, ou en tout cas pas vérifiables. Et par exemple, ça me faisait penser à un tweet que j'ai vu hier, d'un gars qui s'appelle Brice Couturier, qui est journaliste, notamment à la rédaction de Franc-Tireur, donc qui est une rédaction d'extrême centre, qui à la suite de l'annonce de l'ouverture de l'enquête du parquet national financier, a dit les élites ont choisi Le Pen contre Macron. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de complotisme-là, même au centre, de se dire il y a des élites un petit peu obscures qui ont choisi. C'est pas tellement faux pour une raison très simple, c'est que le parquet financier, à ma connaissance, dans la galaxie des parquets en France, est le seul qui s'auto-saisit. C'est-à-dire qu'en principe, pour qu'il y ait un parquet se mette sur une enquête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le saisisse. Là, il s'auto-saisit. Donc il s'était auto-saisi de Fillon 2 heures après l'article du Canard enchaîné. Ils l'ont débarqué pour une histoire de costume et de femmes qui avaient travaillé avec lui, parce que c'était la moitié des gens de l'Assemblée qui faisaient ça d'ailleurs. Et là, il est très surprenant de voir le parquet financier s'autosaisir pour un certain nombre de trucs, justement, qui touchent à Macron. C'est pas un complot, mais ça veut dire que la magistrature commence à se dire « Ouh là 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 là, il faut que je me borde au cas où ce serait Madame Le Pen qui soit élue ». Donc je crois que c'est plutôt un réflexe de classe de la magistrature qui veut essayer de se mettre pas trop mal avec le prochain président. Donc s'ils ont des informations spécialisées, ces braves gens, ça faudrait peut-être dire, j'en sais rien, que les sondages qu'on nous donne ne sont pas les bons, quoi. Peut-être. Ou alors juste ils aiment bien dégager des candidats parce que ça leur fait plaisir, comme ça au dernier moment. Oui, mais ça c'est très dangereux, si vous voulez. C'est ce que disait De Gaulle, ce que disait Mitterrand, c'est-à-dire qu'il faut absolument empêcher la magistrature d'avoir un rôle politique. Le gouvernement des juges, c'est de loin le pire des gouvernements. Bien sûr. Et donc, moi je sais pas, mais s'ils s'amusent à faire tomber un candidat et ensuite un président de la République, ils avaient déjà pas mal embêté Sarko. Il y a un des candidats un jour qui va supprimer l'école de la magistrature et interdire la syndicalisation des juges, qui est déjà un truc mais inimaginable que les juges puissent être syndicalisés. C'est incroyable. Je veux dire, un juge ne peut pas être syndicalisé parce qu'il va suivre les positions de son syndicat sur les décisions qu'il prend en justice.
C'est impossible, il ne peut pas juger en son âme et conscience s'il est syndicalisé, enfin, me semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'indépendance de la justice et des juges. Il n'est pas indépendant de son syndicat. Et oui, tout à fait. Il n'est pas indépendant de ses idées non plus. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se permettent de réinterpréter le droit parce qu'il y a des grands principes du droit. Notamment, par exemple, je pense au Conseil constitutionnel qui, il y a pas si longtemps... Il faut le supprimer, ça. C'était il y a 2 ou 3 ans. Ils avaient inventé un nouveau droit. Voilà, ils avaient ils avaient interprété le concept de fraternité, le devoir de fraternité. Le préambule de la Constitution, que la fraternité, c'est laisser rentrer les étrangers par les... Exactement, par les voies illégales. Ça, si vous voulez, le Conseil constitutionnel, c'est un truc qui ne devrait pas exister, il devrait être supprimé. Le Conseil constitutionnel français, comme disait De Gaulle, c'est le peuple lors du référendum. J'ai pas besoin de 5 juges qui sont tous plus ou moins corrompus. On a mis la fille qui avait plus ou moins amnistié Ferrand comme juge au droit, puis ensuite il y a Fabius, il y a Juppé, je veux dire, tous ces gars-là ont des casiers judiciaires, donc on va voir le Conseil constitutionnel où la plupart des juges ont des casiers judiciaires, pas tous heureusement, mais enfin je savais pas qu'il fallait avoir un casier judiciaire pour être juge du Conseil constitutionnel. Quoi. Oui. Normalement, l'exigence devrait être inverse, mais là, c'est... Si vous êtes gendarme, quand vous avez un casier judiciaire, que vous avez eu une condamnation, vous pouvez pas être gendarme. Ouais. Officier, c'est pareil. Il me semblerait que pour la Cour... Donc, la Cour de justice, c'est un truc qui est une saloperie incroyable. Ça devrait jamais... Le Conseil constitutionnel, une réforme, la première chose qu'on devrait faire, le prochain président, c'est le supprimer. Oui, je suis pas complètement contre cette idée, ouais. Je voudrais qu'on repasse un petit peu sur la campagne de chacun des candidats importants, parce qu'on va pas passer 3 heures sur Philippe Poutou. Du coup, en partant de la gauche, qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Bon, c'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est des attaques contre l'Église catholique, parce qu'il est à un point qui dépasse l'entendement. J'ai jamais très bien compris pourquoi. C'est de faire payer les riches. Et j'ai jamais compris ceux qui donnaient quand je regarde Mélenchon, qui donnait le droit philosophique, en quelque sorte, de penser que lui, il peut prendre l'argent à ceux qui l'ont gagné pour le donner à ceux qui l'ont pas gagné. Quel est le soubassement philosophique qui lui permet de dire ça ? C'est le principe selon lequel toute inégalité est une injustice en soi. Et donc, il faut réparer cette injustice, mais... Voilà, mais ça, c'est pas... alors, si les gens foutent rien, ceux qui ne foutent rien doivent être payés par la même chose que ceux qui travaillent comme des fous. Bon, c'est très bien. Bien sûr, tous les ceux qui travaillent comme des fous vont s'en aller de France, on va rester qu'avec les paresseux et les Mélenchon. C'est ça. C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Mélenchon a soutenu avec beaucoup de ferveur le Venezuela. Cuba, c'est des pays où j'ai été, et qui crèvent de faim. Donc, si vous voulez, on voit très bien l'arrivée de Mélenchon. C'est la misère pour tout le monde, quoi. Oui, il y a beaucoup de solutions miracles, c'est-à-dire si on n'a pas d'argent public, on va le trouver chez les milliardaires ou dans les grandes entreprises. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils en ont. Le truc, c'est que si jamais Mélenchon arrive au pouvoir et faisait vraiment ça, déjà, plus de la moitié de ces gens-là partiraient à l'étranger, donc arrêteraient de payer leurs impôts en France. Ils pensent tous, si vous voulez, que la richesse, c'est le truc de Picsou, vous savez, dans le Mickey, ils ont à peu près le niveau intellectuel de Mickey. Vous savez, les petits bouquins de Mickey. Donc Picsou, c'est celui qui nage dans son tas d'or et tout. Donc on va lui piquer son tas d'or et tout le monde sera content. Mais la richesse, c'est pas du tout ça. La richesse, c'est un flux. C'est des choses qui bougent. Donc par exemple, quand cet animal de Léon Blum parlait du mur de l'argent, c'est pas un mur, l'argent, c'est liquide. Ça se barre, ça passe sous les tapis, sous les portes, par les fenêtres. Ça part de tous les côtés. Donc parler du mur de l'argent, c'est ne même pas comprendre la nature de la richesse qui est par essence fluide et qui peut bouger rapidement, sinon elle ne serait pas. Donc, si vous voulez, encore une fois, ça montre un type qui comprend rien, qui est bête comme un âne et qui porte la haine en lui. Je regarde, je me dis, bon, je comprends même pas que des gens le regardent. C'est-à-dire, c'est la catégorie d'un Staline ou tout ça. C'est des gens qui, dans le fond, portent la haine en eux. J'arrive pas à comprendre comment des gens comme ça peuvent prétendre nous gouverner. Ouais. Il déteste la moitié de la France. Il a... Mais de façon invraisemblable. Oui, après, une bonne moitié de la France le déteste aussi en retour, donc au moins c'est parce qu'il voit bien la nature de l'animal. Si vous voyez une bête enragée,
vous allez pas la gratter entre les oreilles. Hein. Ouais. Après, ce qui explique son statut de leadership au sein de la gauche, c'est évidemment 10 ou 15% des son Français. charisme. Il est quand même assez bon à l'oral et dans ses meetings. Il éructe un petit peu des paroles de haine et tout. Il y a toujours 10 ou 15% de crétins qui vont le suivre. Si vous voulez, il y a bien 10 ou 15% des Allemands qui ont suivi Hitler, etc. Donc, encore une fois, pour moi, je ne fais pas de différence entre tous ces tribuns du 19e et du 20e siècle qui ont fait des millions de morts. Il en est tout à fait capable. Quoi. Je n'ai pas le moindre doute qu'il tuerait les gens sans aucun problème. D'ailleurs, c'est un grand partisan de Robespierre. Il dit que le seul problème de Robespierre, c'est qu'il n'a pas tué assez de gens. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est un gars qu'il faut enfermer, quoi. Sur Jadot, Hidalgo, bon, on va passer parce que c'est anecdotique. Emmanuel Macron, sa campagne, vous en avez pensé quoi ? Il n'a pas fait de campagne. Il s'est dit, je vais essayer de ne pas faire de campagne. C'est-à-dire qu'il fait peut-être l'erreur qu'avait fait le père Bush quand Clinton est arrivé, c'est qu'il n'a pas fait de campagne en disant j'ai gagné la guerre en Irak, maintenant je vais pas faire de campagne, ils vont me réélire parce que j'ai fait du bon boulot, l'économie allait pas trop mal. Et le type a fait campagne, Clinton il était bon, il était drôle, il a été élu. Donc moi je fais l'analyse que, comme je l'ai dit souvent, Macron n'est pas un homme intelligent, il est retors mais pas intelligent. Il a tout fait pour avoir Le Pen en face de lui. Il va avoir Le Pen en face de lui. Et les gens vont trouver Madame Le Pen très sympathique et lui très, très, très odieux. Parce que Madame Le Pen, il lui est arrivé un truc extraordinaire, c'est que grâce à Zemmour, elle apparaît comme une victime. Tout le monde l'a trahi, tout le monde l'a quitté. Et du coup, les gens se disent, tiens, et elle est toujours là, elle continue à se battre, c'est bien. Donc, quelque part, je trouve ça à mourir de rire. Mais tout le monde maintenant trouve Marine plutôt sympathique. Tout à fait. Elle repose, elle essaye de se trouver une image vraiment apaisante. C'est ce qu'on appelle c'est même plus la dédiabolisation, c'est la chiracisation, c'est-à-dire la normalisation. Et puis elle s'est pas plainte quand tout le monde la trahissait. Elle a continué à labourer tranquillement, sans rien dire. Les gens se disent tiens. Et alors, Valérie Pécresse, rapidement. Valérie Pécresse, c'est comment dire, elle n'a pas la carrure. Encore une fois, elle n'a pas la carrure, elle n'a pas le... Si vous voulez, pour gouverner la France, il faut être fou. Il faut avoir un degré de folie, une espèce de passion qui vous consume. Elle était faite pour être, je sais pas, chef comptable... Dans la mairie du 17e, quoi. Ouais. Déjà, elle est présidente de la région Île-de-France, c'est pas mal. C'est pas mal, mais en même temps, on n'a jamais entendu parler d'elle, on ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, je vis en Île-de-France. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? J'ai aucune idée. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Donc, au moins, Hidalgo, je sais qu'elle a fait que des conneries, mais Pécresse, je ne sais même pas ce qu'elle a fait. Ouais. Je sais pas on sait déjà, au moins, qu'elle tient son budget en équilibre. Elle a son budget en équilibre. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien. C'est ce qu'on attend d'une bonne maîtresse de maison. Hein. Ouais. Bon, voilà. Non, mais sur Pécresse, j'ai rien à dire. Je la regarde, je me dis, bon. Ouais, pas présidentiable, quoi. Pas du tout... si j'avais besoin de quelqu'un pour, je sais pas quoi, je vous dis, un poste d'expert comptable à l'hôpital du coin, je me dirais, elle devrait faire l'affaire. Enfin, de toute façon, on en parlait un petit peu il y a quelques mois, on remonte à novembre-décembre, quand on parlait des débats des Républicains, c'est-à-dire qu'il n'y en avait aucun qui avait vraiment la carrure pour incarner... Il y avait vite fait Barnier qui avait cette image d'homme d'État, mais... Parce qu'il avait un joli costume, qu'il était grand. Oui, c'est ça. Mais en fait, Barnier, il y a longtemps qu'il n'a pas eu une idée, le pauvre. Ouais. C'est quand même l'électroencéphalogramme plat je veux dire, depuis les Jeux Olympiques des Trois-Vallées, là, je crois que... Albertville. Albertville, oui, c'est ça. Ouais. Il était maire d'Albertville, je crois. Ah oui, ça remonte maintenant. Ah oui, ça remonte, oui. C'est pas les Jeux de Grenoble, parce que ça c'était Killy et c'était De Gaulle, mais c'était les Jeux d'Albertville, oui. La campagne de Éric Zemmour. La campagne de Zemmour, pour moi, ça a été un petit peu une déception, parce que je pensais que la première chose qu'il faut dire en faveur d'Éric Zemmour, ce qui est très important, c'est que, comme je l'ai dit souvent, il a libéré le logos. C'est-à-dire que d'un seul coup, on peut dire des tas de choses qu'on ne pouvait plus dire, il peut pas. Donc ça a été extraordinairement important. La libération du logos par Zemmour, c'est peut-être ça qui sauvera ce pays. Donc ça, c'était un point important.
La deuxième, c'est qu'il a fait une campagne qui était totalement centrée sur la question identitaire, en particulier l'immigration, etc. Alors c'est très très important, mais en même temps, ça me paraît un peu insuffisant, c'est un peu court jeune homme, quoi. C'est-à-dire que la perte des souverainetés juridiques, monétaires, militaires, etc., c'est à peine si on en a parlé. Donc, pour moi, il a fait un très très bon début de campagne, et puis à partir de décembre, janvier, il n'a pas su passer la deuxième vitesse qui était parler de la baisse du niveau de vie, de la hausse de l'énergie, de la politique industrielle, de la politique énergétique qu'il fallait faire à long terme, etc. Il a raté la deuxième partie de sa campagne, quoi. D'ailleurs, les sondages sont retombés à ce moment-là. Donc, je ne sais pas. À mon avis, il a fait peut-être faire plus que ce à quoi on pense, parce qu'il a un avantage énorme sur les autres, c'est que ses troupes à lui sont extraordinairement mobilisées, très enthousiastes. Ouais, c'est sûr. Donc il est certain que sur les gens qui aiment bien les candidats, 100% des gens qui aiment bien Zemmour vont aller voter, alors que peut-être sur Marine, ce sera 70. Quoi. Donc c'est là où est son gros avantage, c'est qu'il a une mobilisation de ses troupes qui est considérable. Donc s'il y a une forte abstention, il risque de faire la surprise. Oui, c'est vrai. Et alors du coup, la campagne de Marine Le Pen, vous l'avez trouvée comment ? Moi j'ai trouvé sa campagne, les autres ont fait sa campagne, c'est-à-dire que grosso modo, tout le monde lui tapait dessus, et elle continuait à aller à Hénin-Beaumont, à Carpentras, dans des endroits où personne d'autre allait, à serrer des mains et à bouger, à continuer à faire comme si de rien n'était, comme si... Et donc, j'ai trouvé sa campagne une vraie campagne de quelqu'un que les coups n'atteignent pas. Mmh. Et je crois que c'est ça, je ne sais pas du tout, c'est peut-être ça que les Français vont retenir, c'est, mon vieux, elle est solide, parce que qu'est-ce qu'elle a ramassé comme coup ? Je trouve personnellement qu'elle a fait plus une campagne d'image que d'idées ou de programme. Oui, elle était là, elle est restée là. Et c'est-à-dire que lors des précédentes campagnes, alors 2012 c'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même ces mastodontes du PS et de l'UMP avec en plus Nicolas Sarkozy c'était quand même une personnalité. Il y avait François Hollande en face. Enfin bref, donc elle c'était un petit peu le petit poussé, le bon troisième qui essayait de mettre des coups vers le haut. Ensuite, 2017, ça s'est un petit peu horizontalisé. Elle s'est retrouvée à peu près au même niveau que François Fillon, à la fin même presque que Mélenchon. Donc elle était un petit peu au même niveau que les autres. Et là, aujourd'hui, il y en avait un qui faisait pas campagne, donc Emmanuel Macron, donc elle s'en fichait, et puis tous les autres, enfin surtout Mélenchon et Zemmour qui essayaient de faire campagne, mais qui dans les sondages ou dans l'image n'étaient pas encore au niveau de Marine Le Pen en termes d'incarnation. Qui était, si j'ose dire, excessif. Peut-être, c'est-à-dire le côté excessif des deux autres a fait apparaître son côté tranquille. C'est vrai. Et donc les Français se disent, si on rentre dans une période agitée, avoir quelqu'un de tranquille qui peut prendre des claques, je sais pas, hein. Mais j'ai regardé ça, je me suis dit, elle est en train de... Dans le fond, le Front National ou le Rassemblement National était passé lentement de l'image du père, qui était un type extraordinairement brillant, très cultivé et tout, mais qui adorait dire des conneries au moment où il fallait pas les dire, quoi. Ah oui, ça... Il était parfait, d'ailleurs. Ça c'est sûr, ouais. J'aimais beaucoup, moi, il me faisait rire, enfin, la plupart du temps, pas toujours, d'ailleurs, mais enfin, il me faisait rire. Et tandis qu'elle, elle a... Dans le fond, je me demande si elle ne cherchait pas à cultiver une image un petit peu comme celle de Mme Merkel en Allemagne. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Un peu, vous savez que tout le monde l'appelait maman, quoi. Voilà, alors je l'ai vu hier à la télévision, par exemple, ça m'a fait rire, parce qu'on lui disait, alors vous allez être toute seule à l'Élysée si vous êtes élue. Elle a dit, oui, je serai toute seule, mais ne vous faites pas de soucis, j'ai mes chats. Mais c'est gentil comme remarque, quoi. Je veux dire, vous vous dites, oui, elle va s'occuper de ses chats, et alors, c'est... Ouais. Vous savez, c'est ce que me disait une de mes amies. Elle me dit, vous savez, les maris, c'est très surfait. Hein. À partir du moment où les valises ont eu des roulettes, les maris, ça ne sert pas à grand-chose. Je m'étais dit, oui, c'est une façon de voir les choses. C'est pas complètement faux. Ouais. Pas complètement faux. Les maris, ça servait à porter les bagages, mais à partir du moment où on peut rouler sa valise, a-t-on vraiment besoin d'un mari? Mais enfin, donc, je me suis demandé si c'était pas un peu ça le jeu qu'elle jouait, quoi, en disant, oui, je serai toute seule à l'Élysée avec mes chats, et puis... Mais ça cultive en plus, encore une fois, les chats, c'est mignon, c'est tout doux, ça cultive un petit peu cette idée-là. Cette idée-là, oui, et puis que dans le fond, elle a pris tellement de coups qu'elle est capable de rester seule. Ouais. Et vous savez, le pouvoir, c'est d'une grande solitude. Hein. Oui, tout à fait. Même Macron dit qu'il n'a pas d'amis.
Parce qu'il n'en a jamais eu, lui. Agnan n'a jamais eu d'amis dans la classe, il a le petit Nicolas, tout ça, Agnan, vous savez. Ouais. Pour ceux qui savent que, pour moi, Agnan, c'est le président actuel, par définition, les Agnans n'ont pas d'amis. Mais alors, du coup, est-ce que vous voyez éventuellement Macron perdre ? Vous pensez qu'il va perdre ? Je ne sais pas, il va perdre, mais il n'est pas du tout exclu qu'il perde. Ça dépendra beaucoup de ce vote de haine. Je ne sais pas combien de gens le haïssent vraiment, mais je crois que c'est beaucoup en France. Je pense que c'est beaucoup. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de, malgré tout, valider celui qui va être en face ? Justement, si c'est... Alors, Zemmour, c'est une personnalité très clivante, ça sera peut-être plus difficile pour lui, si c'est lui. Mais Marine, elle avait une personnalité qui était rendue clivante par de là où elle venait. Mais finalement, les gens se rendent compte que... ça va, quoi. C'est pas si terrible. C'est pas si terrible que ça, elle a l'air brave, elle aime ses chats... Voilà, il n'y a pas de... Et est-ce que Je ne dis pas qu'elle va être élue, hein, mais je dis simplement, c'est beaucoup moins difficile de voter pour la Marine d'aujourd'hui que pour la Marine d'il y a 5 ans. Ouais. Surtout en face de quelqu'un qui a maintenant un bilan, voilà. Est-ce que vous pensez que le débat d'entre-deux tours va être beaucoup plus important qu'il y a 5 ans ? Non, je pense qu'il n'a aucune importance. D'accord. Je pense qu'il n'a aucune importance parce que là... Il y a 5 ans, il arrivait tout feu, tout flamme, je suis un génie, je connais tous les dossiers, elle est nulle et tout et tout. Et chaque fois qu'il fera une proposition, il fera une espèce de mouvement pour dire qu'elle est nulle, elle pourra répondre, écoutez, je suis peut-être nulle, mais j'ai pas fait toutes les conneries que vous avez faites. Ouais. Donc si vous voulez, là, maintenant, ça va être quelqu'un qui a pas d'histoire de pouvoir, contre quelqu'un qui a une histoire de pouvoir, et qui est assez dramatique. Ouais. Et donc, ça va pour elle, ça doit être du gâteau, quoi. Elle dira, oui, vous savez, moi, je suis pas très compétente, je suis pas comme vous, mais en même temps, moi, je suis pas compétente, mais je ferai pas appel à McKinsey, quoi, parce que vous savez, je serai capable de prendre des décisions sans les aides de McKinsey, et puis je demanderai pas à McKinsey de les prendre. Donc, chaque fois qu'il essaiera de la rabaisser, ça sera très facile de dire, ah oui, vous savez, vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, tout le monde le sait, mais on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin de courage et on a besoin de caractère, là. D'ailleurs, en parlant de McKinsey, encore une fois, je sais pas si vous avez reçu chez vous toutes les professions de foi des candidats. Moi, je les ai pas encore reçues. Apparemment, il y a la moitié des gens, même un peu plus, qui les ont pas reçus. Et justement, la logistique de l'envoi des professions de foi a été imaginée par McKinsey, justement. En disant de passer par la poste. Ouais. Et pour ça, ils ont reçu 100 000 €. Peut-être un peu plus, même. Je crois 4 fois plus. Moi, j'aimerais bien travailler avec... moi qui suis un consultant international de renom, je peut-être pourrais aller offrir mes services à l'Élysée. Peut-être il me pourrait comme ça... Peut-être avec Marine Le Pen, on va voir. Mais en même temps, je déteste me faire payer par l'État. Ouais. Sinon, vous le faites gratuitement. Je peux le faire gratuitement, ça je peux le faire. Je l'ai déjà fait souvent pour des tas de gens, pour des banques centrales ou des choses comme ça. J'ai déjà été servir gratuitement. C'est peut-être une idée, tiens. À voir. À voir. Non, mais en tout cas, j'accepterai jamais d'être payé pour ça. Bon écoutez, on va terminer cette émission, donc j'espère qu'on aura été pertinent, même si l'émission sort après le dimanche du premier tour. Si c'est complètement nul, on la sortira pas. Hein. Moi je trouve que même si c'est nul, au pire c'est drôle. Au pire c'est drôle. Peut-être que Macron sera élu au premier tour, on paraîtra complètement débile, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc encore une fois, je vous incite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à la page YouTube, à la page Twitter, à la page Instagram, l'Institut des Libertés. À la page TikTok. Il y a une page TikTok, oui, même. Oui, il y a une page TikTok ? Oui, tout à fait, il y a une page TikTok. Vous êtes très populaire sur TikTok. Ah oui, sans blague. Oui. C'est Clément qui prend des petits extraits d'une minute. Je dois être le plus vieux sur TikTok, non ? Vous êtes peut-être pas loin sur le TikTok français. Parce que d'habitude, c'est plutôt des jeunes personnes de 20-25 ans. C'est vrai, oui, ils aiment bien quand vous faites des blagues sur les banquiers centraux, etc. Ça fait rire beaucoup de gens. Je suis le seul à faire rire les gens sur la notion de monnaie, donc ça, oui, c'est une grosse qualité, ça. C'est vrai, là vous avez le monopole total sur ce créneau. De la blague économique. Donc je vous remercie énormément, et puis je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés.